Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Caroline Chicard, directrice générale du groupe Montblanc Média, un acteur du territoire savoyard qui lance avec sa radio un concours destiné aux entreprises engagées pour le développement durable. Quel défi ? Quels enjeux pour la finance à impact? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure avec Fanny Picard, la fondatrice d'Alter Equity, et puis Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Stooli qui invente du mobilier écologique et pratique. Médias, finance, équipement de la maison, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Caroline Chicard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale du groupe Montblanc Média avec notamment la radio Montblanc qui existe depuis quoi, une quarantaine d'années, c'est ça? À peu près, oui, une quarantaine d'années. Et qui émet surtout l'arc alpin? Sur toute, on va dire, une bonne partie de la Haute-Savoie et une partie de la Savoie également. D'accord. Et vous avez aussi d'autres métiers, communication, événementiel. Événementiel, ça doit être un peu calme en ce moment. Alors l'événementiel, on en fait à la radio, justement, pour inventer le genre de la radio, justement. Événementialiser une grille, c'est important pour les auditeurs aussi, parce qu'il se passe quelque chose tout d'un coup. Et puis, effectivement, on s'est développé sur les contenus et beaucoup sur le digital aussi depuis quelques années. Et vous êtes un média engagé notamment dans la défense de l'environnement. Il y a deux grands thèmes. Il y a le Global Compact de l'ONU, les ODD, les Objectifs de développement durable de l'ONU, et puis il y a un concours dont on parlera un peu après. Pourquoi cet engagement ? Cet engagement, parce qu'effectivement, alors moi je suis arrivée il y a 4 ans effectivement en Haute-Savoie. Ce qu'on voit, c'est vraiment de nos propres yeux que les glaciers fondent, que les pierres chutent des montagnes. Donc c'est assez insoutenable finalement quand on y vit et puis quand on est passionné de montagne et qu'on pratique. Donc c'est compliqué à observer chaque jour. Ça, c'est le premier constat, on va dire, écologique. Et puis l'autre, c'est aussi pas que écologique, mais aussi économique et social. C'est de voir qu'il y a des préoccupations sur des business models qui vont se réinventer, que ce soit dans l'industrie ou dans l'univers de la montagne. Et cet engagement, vous l'avez même exprimé dans une raison d'être, c'est ça ? C'est ça, on a publié notre raison d'être et effectivement notre raison d'être, c'est d'être un lien vivant et dynamique sur le territoire entre les acteurs et puis les gens. C'est aujourd'hui le rôle effectivement qu'on porte et qui donne du sens à nos actions. Mais alors ça veut dire quoi ? Acteur des territoires, ça veut dire quoi pour une radio, pour un groupe de médias et de communication ? Pour un groupe, ça veut dire on passe d'un statut, on va dire, souvent les médias de territoire sont partenaires d'événements. Et là on passe un cap en étant créateur, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la démarche, c'est de faire avancer les choses, c'est d'inspirer et d'élever collectivement les choses sur le territoire. C'est ça, acteur, pour moi. Alors, on va parler de cet engagement et donc de ce Global Compact de l'ONU. De quoi s'agit-il ? Et puis, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre ? Alors, le Global Compact, c'est une sorte de cadre d'engagement volontaire qui reprend une dizaine de principes qui sont en lien avec les fameux 17 objectifs de développement durable dont on parlait et qui permettent, on va dire, de nous inscrire dans une feuille de route à suivre dans le cadre de l'entreprise pour être dans la bonne démarche durable d'un avenir plus juste et plus durable pour demain. Et vous vous y êtes engagé depuis combien de temps ? Donc on est depuis l'année dernière. Ouais. Donc on a fait tout un chemin effectivement à RSE depuis déjà 2 ans. Et depuis l'année dernière, on est engagé. Donc c'est très sérieux dans le sens où il faut chaque année produire un rapport qu'on livre avec des critères spécifiques. Donc on n'est pas sur un effet de mode, mais on est sur quelque chose d'engagé et d'engageant. En même temps, quand on s'appelle Radio Montblanc, moi j'estime qu'on a une responsabilité, une humilité à avoir à porter un nom pareil. Donc on a un devoir, on va dire, d'agir par rapport à ça. Donc on agit avec des actions en interne, effectivement, entre les collaborateurs, et puis en externe, parce qu'on a la chance d'être un média, donc un porte-voix, avec des actions éditoriales et puis des actions de contenu pour enclencher un mouvement collectif. Alors je voudrais qu'on parle d'abord des actions en interne. On va prendre, il y a 3 axes, environnemental, social, sociétal. L'axe environnemental, vous faites quoi ? L'axe environnemental, par exemple, on a stoppé le plastique, on a distribué des gourdes à tout le monde, on a installé un compost à côté de notre bureau, on trie les déchets évidemment, on a un accord avec la Poste pour pouvoir leur redonner le papier et puis qu'il y ait une équivalence derrière au niveau du tri sélectif. Ouais. Donc on a mis en place ce type d'action-là en interne au niveau de l'environnement déjà.
Voilà. C'est vous qui impulsez. Il y a certaines idées qui viennent des collaborateurs de la radio, du groupe. Comment ça se passe? Alors, on va dire que c'est les deux, dans le sens où, quand on a fait notre séminaire l'année dernière, à partir du moment où j'ai demandé qui s'intéresse à la RSE et qui a envie d'être pilote, là, j'ai vu des mains qui se sont levées pour être pilote RSE dans l'entreprise, alors qu'on n'est que 15, quoi. Donc, on a 3 mains qui se sont levées. Donc, du coup, j'étais plutôt contente de voir que ça embarquait justement les équipes. Alors, la partie sociale, ça prend quelle dimension, ces engagements? La partie sociale, c'est qu'historiquement, on est toujours une taille d'entreprise plutôt petite, puisqu'on est 15. On a mis en place notamment des entretiens professionnels annuels pour suivre et accompagner les collaborateurs durant l'année, bien comprendre, leurs objectifs à eux de vie professionnelle. Est-ce que ça matche bien avec les objectifs de l'entreprise, pour pas que ce soit décousu et qu'on soit dans un accompagnement professionnel. Et puis, on a aussi un programme de formation assez intéressant pour toujours être dans l'amélioration continue de nos collaborateurs. Et puis, il y a la dimension sociétale avec notamment la fresque du climat. De quoi s'agit-il? Alors, la fresque du climat, je vous invite tous à la faire. En ce moment, c'est plutôt en version digitale, mais ce sera prochainement, j'imagine, possible en physique. C'est un atelier, en fait, qui est fait par un animateur de la fresque du climat, qui, par un système de cartes virtuelles, vous demande, en petits groupes de travail dans l'entreprise, de poser des cartes pour comprendre, on va dire, les causes et conséquences du réchauffement climatique. Donc on voit effectivement que l'homme a quand même un rôle là-dedans, effectivement, mais qu'on a aussi un rôle constructif à apporter pour améliorer les choses. Donc c'est de la pédagogie interne en quelque sorte. C'est de la pédagogie, c'est de l'éveil, et puis c'est en étant encore une fois acteur et impliqué qu'il y a une prise de conscience et que tout d'un coup on se dit ok, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire avancer les choses. Et donc, j'en viens à ce concours qui est organisé par le groupe Montblanc Média, destiné aux entreprises engagées pour le développement durable, l'éco-tremplin Radio Montblanc. C'est la première édition cette année, c'est ça? C'est la première édition cette année, j'espère la première d'une grande saga, effectivement. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est de pouvoir inspirer d'autres entreprises et puis petites, grandes entreprises de vallée et montagne, et puis de mettre dans la lumière les entreprises justement qui s'engagent et puis surtout qui ont des idées de produits ou de services. Vous êtes une entreprise d'économie circulaire, vous créez un textile à partir de matériaux recyclés, vous proposez un produit ou service autour d'une gestion spécifique de déchets, vous êtes éligible à ce concours pour pouvoir être mis dans la lumière. Alors qui justement c'est déjà inscrit? Combien d'entreprises vous espérez participer? Et puis surtout, il va y avoir quels critères? Il y a des catégories, je crois? Alors, il y a des catégories, effectivement, catégories en lien avec les objectifs de développement durable pour être cohérent et on va dire d'avoir des critères factuels. Effectivement, donc ça va se passer en 2 étapes. D'abord, une première phase, effectivement, sur le digital, sur notre site pour s'inscrire. Donc, c'est ouvert aux structures qui sont implantées sur les 2 savoirs. Et puis, une autre étape qu'on a appelée grand oral, parce qu'on estime qu'un projet ou une entreprise où ça vient se défendre aussi. Donc, on a la chance d'être un média. Donc, on propose aux structures, lorsqu'elles sont présélectionnées, de venir se défier à notre micro, au micro de Radio Montblanc, face à nos questions et puis aux questions des partenaires, pour que les partenaires soient aussi acteurs, justement, dans l'opération. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner ? Elles ont à gagner une campagne de visibilité sur Radio Montblanc, du mécénat de compétences de la part des partenaires et puis de la mise en relation de la part des partenaires. On sait que dans le développement d'une entreprise, il y a des sujets de levée de fonds qui existent pour des sociétés, mais on sait aussi que c'est une question de visibilité et de réseau. Enfin, en tout cas, nous, en région, ça se passe beaucoup comme ça. Donc, on pense que c'est ce qu'il faut aussi pour pouvoir se développer demain. Voilà. Merci beaucoup, merci Caroline Chicard. Bon vent à Radio Montblanc et à ce premier concours, l'éco-tremplin Radio Montblanc. Voilà, on va passer à notre débat tout de suite. On parle de la finance à impact. Quels défis, quels enjeux pour la finance à impact? On en débat tout de suite avec Fanny Picard, la fondatrice d'Alter Equity. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis avec nous en visioconférence, Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour. Très bien. La liaison est bonne. On peut démarrer. On va peut-être commencer, Fanny Picard, par une
définition tout simplement. C'est quoi la finance à impact? Très bonne question. C'est une réflexion sur laquelle beaucoup se penchent aujourd'hui, avec 3 dimensions qui émergent autour de l'idée d'intentionnalité, d'additionnalité et de mesurabilité. L'intentionnalité, c'est l'idée que l'investisseur à impact a pour ambition, intention de réaliser un impact, ça n'est pas un hasard. Ouais. L'additionnalité, il faudrait presque la longueur de l'émission pour la décrire. Enfin, il y a différentes modalités, mais dans les grandes lignes, c'est l'idée que dans un contexte normal de marché, le projet ne serait pas financé. Et la mesurabilité, c'est le fait de pouvoir mesurer l'impact. Alors, personnellement, j'ai une vision un petit peu différente, on pourra peut-être en parler. En tout cas, je trouve que cette définition est complexe et pas facile à comprendre et qu'on pourrait définir l'impact autrement. Oui, eh ben, écoutez, vous nous direz comment vous l'avez défini, peut-être même un peu créé et avec quels outils. On parle aussi de fonds ISR. Ça va au-delà, c'est ça ça va au-delà de l'investissement socialement responsable, la finance à impact? Oui. Très nettement. Disons que c'est la génération d'après, ça prend sa place dans l'investissement socialement responsable. C'est une forme d'investissement responsable, mais ce qu'on appelle l'investissement responsable est moins abouti que ce qu'on appelle impact. On peut dire que l'impact est une sorte de segment de l'investissement socialement responsable. D'accord. Je vous propose des chiffres. Philippe Zawati, vous allez réagir à ça. 5% des Français, c'est un sondage qui affirme avoir investi dans un fonds ISR. Ça date de l'été dernier, l'été 2020. Et 5% qui déclarent s'en être vu proposer par leurs conseillers financiers. Philippe Zawati, il y a une demande, donc là on est sur les fonds ISR, j'ai un peu généralisé, mais il y a une demande. Qu'est-ce qui freine une croissance plus rapide, d'après vous? Oui, il y a une demande. Je pense que la problématique, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'offres, surtout. Les chiffres que vous donnez montrent simplement que ces produits-là n'étaient pas proposés par les conseillers financiers et les banquiers jusqu'à aujourd'hui. C'est en train de bouger, je crois, de façon assez rapide là, depuis quelques mois, depuis les deux dernières années, poussé par la réglementation. La loi Pacte, par exemple, a obligé toutes les compagnies d'assurance à proposer au moins un produit labellisé ISR et un produit vert dans tout contrat d'assurance vie, donc la réglementation qui pousse. Mais au-delà de la réglementation, je crois qu'il y a une tendance, une lame de fond qui est en train de se dessiner. Et donc, je suis assez confiant que ces chiffres-là vont bouger très très vite dans les mois qui viennent. Philippe Zawati, elle pèse quoi aujourd'hui la finance responsable et quelle est sa croissance? En fait, il y a différentes façons de regarder les choses, mais il y a la nouvelle réglementation européenne, SFDR, qui est une réglementation donc, qui demande à tous les fonds d'investissement de faire un reporting sur la façon dont ils intègrent les critères environnementaux et sociaux, qui est mise en application depuis la mi-mars, depuis quelques semaines. Et dans cette réglementation, il y a 3 catégories. Alors c'est un peu barbare comme chiffre, comme méthodologie. Enfin, disons qu'il y a les produits dits article 6, article 8 et article 9. Article 6, c'est pas du tout investissement responsable. Produit traditionnel, il n'y a aucun impact environnemental et social. Article 8, c'est une prise en compte des critères environnementaux et sociaux. Et article 9, ça s'apparente plus ou moins à de la finance à impact, comme Fanny vient de définir. Eh bien, tous les banquiers et les sociétés de gestion européennes ont classifié leurs produits selon cette méthodologie. 25% des produits sont en article 8 et article 9. Donc on peut considérer de toute façon qu'aujourd'hui, environ un quart de la gestion d'actifs européenne est dans le monde de l'investissement responsable, avec une petite partie à l'intérieur de ce quart qui est plus spécifiquement de l'investissement impact. Et avec une croissance qui est évidemment forte. Fanny Picard, vous présentez Alter Equity comme la référence en matière de finance à impact. Pourquoi ? Je ne me suis pas permis de présenter Alter Equity comme la référence en matière de finance à impact. Voilà, c'est des éléments que j'avais reçus, mais ce n'est pas grave. Vous avez inventé des outils de finance à impact, on peut dire ça ? Oui, nous avons été les premiers en France à parler de finance à impact, et d'ailleurs en Europe. Et il se trouve que rapidement après, la Fondation Rockefeller aux États-Unis a également utilisé ce terme qui s'est développé, et on n'est pas du tout les seuls à en avoir parlé. Mais c'est vrai qu'en France, en Europe et même dans le monde, nous sommes les premiers à avoir parlé de finance à impact. Qu'est-ce que nous entendons, nous, par finance à impact ? C'est l'idée d'une finance qui soutient des entreprises ou des projets contributeurs
à l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale, par leur activité, par leur business model, d'une part, et d'autre part, par les comportements quand il s'agit d'une entreprise qu'elles ont vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de leurs parties prenantes. Et j'ajoute, par rapport à ce qui vient d'être évoqué par Philippe, que la dynamique en direction de la finance ISR et impact est très favorable parce qu'elle est portée par la jeune génération. 90% des millennials, des 30-40 ans, ou jusqu'à 30-40 ans aux États-Unis, indiquent vouloir investir dans l'ISR et la finance à impact. Donc aujourd'hui, ça représente ce qu'évoquait Philippe, un quart de la gestion des actifs gérés. Mais dans la durée, on peut anticiper une progression de cette finance plus responsable. Si on prend des exemples un peu plus concrets, ça veut dire par exemple beaucoup de start-up que vous avez financées, évidemment en les sélectionnant, en les choisissant ? Absolument. Nous avons aujourd'hui 16 startups en portefeuille dans le cadre des 2 fonds que nous gérons. Par exemple, la société Murphy, qui répare le gros électroménager hors garantie tombé en panne, votre four, votre cuisinière, votre frigidaire, votre congélateur, votre machine à laver qui sont tombés en panne pour 85 €, quel que soit le nombre de fois où le réparateur doit venir à votre domicile. Et donc ça a un impact environnemental très significatif puisque ça évite au moment où votre gros électroménager tombe en panne que vous en rachetiez un neuf. Et par ailleurs, les salariés, enfin, les réparateurs employés par cette entreprise sont salariés. Ils ne sont pas ubérisés, ils ne sont pas payés à l'unité de réparation. C'est une des raisons qui a motivé notre intérêt. Donc vous voyez la double dynamique, activité utile d'un point de vue du développement durable et comportement social responsable. Philippe Zawati, la France est bien placée en matière de finances à impact et de finances responsables. Je vais citer le palmarès du Carbon Disclosure Project, qui est une ONG britannique qui cite 5 gérants français, 7 de leurs produits dans le top 20 mondial des fonds actions à vocation durable, notamment la Banque Postale qui obtient la meilleure note. Le gouvernement veut faire durablement de Paris une place forte de la finance à impact. Il y a 2 semaines, il y a une conférence virtuelle qui était organisée sur ce thème. Peut-être, comment vous expliquez la place de la France aujourd'hui ? Et 2, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour que ça dure ? Bon, c'est un message que je porte moi depuis longtemps, depuis la création de Finance for Tomorrow il y a 4 ans. Et donc, je crois que c'est non seulement la France est en avance, mais je crois que c'est une énorme chance pour la place de Paris de revenir dans le concert des grandes places financières. C'est en se positionnant de cette façon-là qu'on arrivera à revenir dans ce concert-là. Pourquoi est-ce que la France est en avance ? C'est une combinaison de différents éléments. L'investissement responsable a été développé en France dès la fin des années 90, surtout avec des critères sociaux d'ailleurs à ce moment-là. Et donc l'écosystème s'est mis en place très très vite avec notamment la première agence de notation extra-financière, c'était Arès, puis Vigeo, qui a dirigé Nicole Notat. Et puis il y a eu les premiers labels d'investissement responsable qui ont été faits par Novetic aussi il y a une quinzaine d'années. Il y a la réglementation qui a aidé beaucoup avec l'épargne salariale qui s'est structurée autour de ça et la loi Fabius qui a obligé d'avoir au moins un produit responsable solidaire dans l'épargne salariale. Et puis ensuite, on a eu évidemment la COP21 en France en 2015 qui a été un élément fondamental et un dialogue, je crois, assez bon, assez pertinent, assez intéressant entre les acteurs publics et les acteurs privés avec un gouvernement qui est très actif. La France a été la première à émettre une obligation verte, une très grosse obligation verte. Il y a eu la loi sur la transition écologique et la croissance verte qui a créé ce fameux article 173 qui demandait aux investisseurs institutionnels de mesurer leur empreinte carbone. Donc voilà, donc il y a tout cet environnement favorable. Donc aujourd'hui, je crois que c'est bien de pouvoir le poursuivre, continuer. Je pense que c'est très positif les actions qui ont été prises par le gouvernement, par Olivia Grégoire notamment ces dernières semaines. Cela étant dit, je crois que la concurrence commence à se faire forte. Les Britanniques, notamment, ont créé un institut de la finance durable qui est très fort. Et donc, j'attends à ce qu'on ait cette même dynamique en France, un véritable institut de la finance durable qui regroupe le monde académique, le secteur public, le secteur privé. Et je crois, pour terminer, que je dirais faisons attention à ne pas trop se focaliser et perdre trop d'énergie à débattre sur les définitions et de dire qu'est-ce que c'est que l'impact. Ok, c'est intéressant, mais il ne faut pas y
passer trop de temps. Je crois que l'important, c'est de le faire, l'impact, beaucoup plus que de passer du temps à essayer de le définir. Et ne soyons pas le dernier village gaulois sur ce sujet-là. Merci beaucoup, merci Philippe Zawati, merci Fanny Picard. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Lightzello. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Stooli. Quand l'avez-vous créé et puis surtout avec quelle idée? Alors Stooli existe depuis 2017. Moi, je vis sur Paris depuis 20 ans et j'ai toujours eu un problème d'espace. Donc, on s'est dit comment faire pour être bien chez soi. Donc, au départ, on est parti sur du mobilier classique pour petits espaces. Et de fil en aiguille, on a développé ce produit qui est fabriqué en carton, super innovant et facile à ranger. Donc, vous êtes designer au départ? Non, moi, je suis ingénieur de profil. Ouais. Après, on a une équipe qui travaille dans le digital, qui est aussi dans le design. Donc, on est une petite équipe qui a monté ce projet. Alors, il faut faire une démonstration parce que c'est assez bluffant. Effectivement, quand c'est rangé... ça se présente comme un bouquin. Voilà, c'est ça. Ça peut être rangé dans une étagère, quoi. Exactement, dans une bibliothèque. Ouais. Et lorsque vous avez des invités, hop, vous l'ouvrez. C'est monté sur les côtés. Et vous avez juste à poser la petite galette pour vous asseoir. D'accord, ok. Voilà. Ça a pris même pas 3 secondes, quoi. Ouais, donc, voilà. Vraiment ultra simple à manier et tout le monde peut s'asseoir dessus, quoi. Oui, ça supporte jusqu'à 300 kilos. Ah, effectivement, moi, j'ai pas d'invités qui font 300 kilos, donc ça devrait le faire. Donc, il y a une idée de meuble pratique, presque un peu ludique. Exactement. En fait, nous, l'objectif, c'est le gain d'espace. C'est vraiment faire quelque chose qui soit ultra compact, facile à utiliser et qui se range très facilement. Et c'est vrai que nous, on a développé une gamme assez large. On fait aussi le lit. Si vous avez des invités, vous le sortez, ça se déplie en 10 secondes. Ouais. Il y a un banc aussi, j'ai vu. Exactement, le banc. On a un petit banc qui s'ouvre pour 6 personnes. On a aussi le banc pour 12 personnes. Donc voilà, on a vraiment une belle gamme de produits éco-pratiques. Alors, éco, justement, ils sont en quelle matière? En quoi sont-ils recyclables, ces produits? Alors, c'est des meubles fabriqués en carton ultra dense, donc 100% recyclables. Et nous, notre volonté, c'est de participer à l'écologie du pays, c'est-à-dire qu'une partie de notre bénéfice part sur la replantation d'arbres en partenariat avec l'association Reforestation. Oui, qu'on connaît bien. Donc, c'est des arbres plantés en France. En France, oui. Ouais. Nous, on a choisi une forêt rémoise pour planter nos arbres Stooli. Et donc, c'est une façon de soutenir la filière bois en France, votre démarche. Voilà, exactement. Ouais. Et nous, dans les années à venir, c'est-à-dire que pour pousser plus sur l'écologie, on veut rapatrier la fabrication de nos produits en France en créant nos machines nous-mêmes et en internalisant la fabrication. Donc des meubles éco-conçus, pratiques, ludiques. Est-ce que le prix suit? Est-ce que vous réussissez à tenir des prix abordables? Oui, on est sur des prix assez accessibles. Oui. Par exemple, là, on est sur des tabourets à 45 €. 45 €. Le plus grand tabouret est à 75 €. Donc, on est vraiment sur de l'accessibilité. Ouais. Et donc, une clientèle forcément d'urbain. Est-ce que dans le fonctionnement de l'entreprise, il y a des engagements RSE sur la gestion des déchets? Voilà, parce que quand on fabrique des meubles, forcément, il y a aussi ces leviers-là sur lesquels vous pouvez agir. Oui. Alors, nous, on essaye d'utiliser le moins d'emballage possible. C'est-à-dire, nous, prochainement, on va lancer un tote bag qui fournit avec le tabouret, au lieu d'avoir un carton comme emballage. Après, sur la durabilité des tabourets, en fait, depuis 2017, la création de Stooli, on n'a pas eu de personne qui a dû le jeter. Parce qu'en fait, c'est tellement solide qu'on le garde pendant des années. Ouais.
Donc voilà, c'est très durable. Quand on fait le bilan carbone d'un objet, évidemment, sa durabilité est un élément important. Comment vous imaginez la suite, notamment dans le cadre de votre engagement RSE, pour aller peut-être, si c'est possible, encore plus loin? Alors, on a pensé à d'autres matériaux plus écologiques encore que le carton. Ouais. Pour l'instant, c'est en étude. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous reviendrez. Vous reviendrez quand vous aurez réussi à inventer ces nouveaux matériaux encore plus écolos et toujours aussi pratiques. Merci Lightello et bon vent à Stouli. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut.